Bienvenue à Bruxelles, bienvenue au Parlement européen pour un numéro spécial du Bar de l'Europe, un numéro XXL de près d'une heure pour revenir sur la crise catalane, une crise qui se rajoute au Brexit. L'Europe n'en demandait pas tant. Que doit faire l'Europe ou ne pas faire? Et cette crise risque-t-elle de réveiller des séparatismes ailleurs au sein de l'Union? Voici le Bar de l'Europe, version maxi. Et je vous présente Esmeralda Labi qui va m'accompagner tout au long de cette émission. Alors d'abord, Esmeralda, on va essayer de comprendre comment on en est arrivé là et ce que veulent vraiment les Catalans, les séparatistes en tout cas. Et vous avez rencontré un militant catalan qui est aussi un personnage. Oui, un personnage, on peut le dire. Ivan Fox a 61 ans, c'est un comédien, metteur en scène, artiste plasticien, bref, c'est un homme aux multiples facettes. C'est aussi un homme qui possède deux nationalités. La première, britannique, la seconde, espagnole. Et c'est celle-là qui lui pose problème, puisqu'il n'a qu'une seule envie, devenir citoyen catalan dans une nation catalane indépendante. C'est le combat de sa vie, Paul, on peut le dire, c'est aussi le rôle de sa vie. Ivan Fox, comédien et militant, et on se retrouve juste après avec un invité en plateau qui aura un avis un petit peu divergent. Ivan Fox, bon dia. Bon dia. Et gracias por estar aquí. Gràcies a vosaltres. Alors, ces quelques mots en catalan, c'est par politesse, mais c'est aussi parce que j'ai envie de comprendre vraiment ce que vous voulez, vous, catalans, indépendantistes. Est-ce que cette langue catalane, c'est le fond du problème, c'est le cœur de tout, ou c'est juste un élément parmi d'autres? La langue est une des bases d'une identité, et ce qu'on veut, en plus de parler notre langue évidemment, c'est ce que n'importe quel autre citoyen européen peut vouloir. En belge qui te dirait qu'il n'y a pas un État, il te dirait, enfin, on est belge, on a un État. En français qui te dirait qu'il n'y a pas un État, il dirait, bon, les Français, on a un État. Eh bien, nous, Catalans, on est Catalans, on veut un État à la mesure de notre pays, de notre identité, de notre histoire et de nos aspirations de futur. Parce que là, vous ne pouvez pas vivre en tant que tel avec vos aspirations au sein de l'Espagne. C'est juste quelque chose d'impensable. Concrètement... Alors, on ne peut pas vivre, il ne faut pas exagérer, mais on vit dans une situation qui est pour nous frustrant, de devoir demander permission pour développer des choses qui nous paraissent évidentes, de devoir accepter des lois qui viennent d'ailleurs. C'est même pas des lois qui viennent d'ailleurs, c'est de faire des lois par des compétences qu'on a et qui sont systématiquement cassées par soit le tribunal constitutionnel, soit les gouvernements espagnols. Il arrive un moment où tu te dis, si je ne peux pas développer mon pays comme je le voudrais, ayant une majorité qui veut développer ce pays de cette façon, tu te dis, la seule façon que j'ai de le faire, c'est de me constituer un État, et à partir de là, parler d'égal à égal avec les autres. Justement, vous parlez de frustration et de pouvoir vraiment constituer ce que vous voulez. Alors donnez-nous des exemples concrets de ce que vous voudriez et de ce qui n'est pas possible apparemment pour l'instant. Par exemple, que l'éducation ne la touche plus. Dans un pays qui a une langue, voire deux, comme c'est le cas de la Catalogne, avoir un système d'éducation propre, c'est pas de la folie, c'est pas un rêve de fou qui dit « Ah, je vais avoir une école dans laquelle mes enfants étudient dans leur langue ». Non, c'est du normal. En Flandre, on étudie en néerlandais. En Wallonie et à Bruxelles même, on étudie dans deux langues selon le cas. En Wallonie, en français. En France, on étudie en français. Ça paraît normal à tout le monde. On a eu un ministre de l'Éducation espagnol, ce que vous n'avez pas en Belgique, des ministres de l'Éducation pour tout l'État. Vous ne l'avez pas. Nous, oui, on a un ministre de l'Éducation espagnol. Pardon, un ministre de l'Éducation espagnol qui se permet de dire publiquement, et que je sache, personne ne l'a encore ni destitué ni remis à sa place, il a dit il faut espagnoliser les enfants catalans. Moi, quand on me dit ça, j'ai dit attendez, on a des compétences, on a des écoles, on a un système éducationnel bilingue qui a donné ses preuves. Allez voir tous les rapports de tout ce que vous voulez, de Venise ou de n'importe où, et vous verrez que les écoles catalanes fonctionnent parfaitement et que le bilinguisme en Catalogne
fonctionne parfaitement. Et on vient me dire que les enfants catalans ne savent pas parler espagnol. Demandez-moi si je parle espagnol ou pas, et vous verrez. Mais est-ce que ça a encore du sens au niveau international, mondial, de vouloir être un pays indépendant? Vous seriez quand même un petit pays indépendant. Comment résister, comment régler des problèmes internationaux en étant, permettez-moi l'expression, si petit? Moi, je m'en remets à M. Juncker qui dit qu'il ne veut pas une Europe avec 95 États. Lui, il vient d'un État d'à peine 600 000 habitants et je crois qu'il se porte très bien. Donc, je ne sais pas, comparer la Catalogne à la Dinamarque, on compare très mal les pays l'un l'autre, hein, mais comparer la Catalogne à la Danemark ou à la Hollande ou à la Belgique, on n'est pas si petit, 7,5 millions d'habitants et un moteur culturel et industriel et financier comme la Catalogne, ce n'est pas un si petit pays. Ah, pourquoi on veut un pays? Pour beaucoup de raisons. Ce n'est pas une question d'être plus compétitif ou moins compétitif par rapport à l'Espagne ou par rapport au Danemark ou à la Belgique. C'est avoir les mêmes droits que tous ces pays qui existent et que je ne vois pas en quoi ils se porteraient si mal du fait d'être petits. Je crois en plus, opinion personnelle, que l'avenir de l'Europe est plus dans des petits pays ou dans des régions fortes qui développent des choses de leur côté en interdépendance avec d'autres pays. Et là, on peut discuter si l'indépendance en tant que telle, ce mot qui fait tellement peur, ça ne serait pas mieux de parler d'interdépendance, des pays qui, par fédération entre eux, arrivent à développer chacun de son côté le mieux qu'ils peuvent, leur côté, et fédérés avec d'autres, développent l'Europe comme on la rêve tous, je crois. Alors, je vais rebondir sur ce que M. Carles Puigdemont disait il y a quelques jours. Il parlait que, bon, l'indépendance, ok, mais peut-être on pourrait encore trouver une autre solution. Et sans peut-être même, il y a 1000 solutions. Je ne suis pas m'en fou de l'indépendance et l'indépendance, je me tue là, ici, à la Kiri. Vous n'êtes pas obtus, ou comme on dit en espagnol, cabeza de hielo. Vous n'êtes pas... On est têtu, le catalan, on est connu pour être têtu, mais l'indépendance, oui, parce qu'on arrive à ces cul-de-sac dans lesquels l'indépendance, un État, avoir toute une série de droits en tant qu'État et des relations avec d'autres États d'égal à égal, comme on parle ici d'un homme ou une femme, ben un État et un autre peuvent se parler. Le problème qu'on a, c'est qu'on doit passer par un État qui n'est pas le nôtre, qui ne nous reconnaît pas, qui nous met des bâtons dans les rues et qui nous frustre dans nos identités les plus basiques, dans notre façon de sentir et de vouloir nous développer. Ben, et pourquoi on doit accepter ça? C'est beaucoup plus simple, faire un État, et puis on parle d'égal à égal, avec l'Espagne, comme avec la France, comme avec la Belgique, comme avec n'importe quel autre pays. Peut-être une dernière question, est-ce que vous irez voter le 21 décembre? Parce que c'est Madrid qui a imposé ces élections, Madrid que vous qualifiez d'État de puissance d'occupation, quelque part. Alors, est-ce que vous reconnaissez ce scrutin? Est-ce que vous irez voter? Moi, je le considère illégitime. Pour moi, il n'y a pas lieu à faire cette élection. On l'a fait il y a 2 ans. Les partis à tendance indépendantiste l'ont gagné clairement. On me dit qu'il n'y a pas de majorité. Moi, je ne sais pas. Il me semble qu'un Parlement majoritaire a gagné les élections. On ira voter, on ira tous voter, certainement, on gagnera à nouveau les élections. Et je me demande quelle est la stratégie de l'Espagne, de l'État espagnol, du Parti populaire de Rajoy. Si on gagne à nouveau, quoi? On nous fait voter à nouveau jusqu'à ce qu'un jour on perd les élections. On verra. Et qu'on vienne me dire qu'on n'a pas une majorité en Catalogne, que la société catalane est divisée. Mais la société française aussi est divisée. Je connais beaucoup de gens qui ne veulent pas de Macron à la présidence. Et on ne met pas en doute sa présidence. Il a gagné les élections. Okay. Alors on verra. Ivan Fox, gracias por responder a nuestras preguntas. Merci à vous. Muchas gracias. Et on se retrouve sur notre plateau au Parlement européen à Bruxelles. Florent Marcellesi, bonjour. Vous êtes député européen. Alors vous êtes français, mais vous êtes élu en Espagne, au Pays Basque. Vous faites partie d'une petite formation qui s'appelle ECO et qui est alliée à Podemos au niveau national. Et vous faites partie du groupe des Verts ici au Parlement européen. Et alors vous, en quelque sorte, c'est la troisième voie. Vous renvoyez dos à dos Madrid et des séparatistes catalans.
Oui, parce que ce qu'on voit au fond, en fait, c'est l'opposition de deux alternatives qui n'ont donné aucune alternative finalement. C'est l'imposition d'un côté, la part de Rajoy qui a voulu depuis le début casser le statut d'autonomie en récoltant des dizaines de milliers de signatures sur toute l'Espagne. Et après aussi, c'est une voie qui ne marche pas, c'est celle de l'indépendance dans ce cas-là, qui vraiment a tourné mal, surtout il y a quelques mois, en septembre, quand ils ont sauté eux-mêmes leur propre loi, en fait, la Constitution espagnole, le statut d'autonomie de la Catalogne et les règles du Parlement catalan. Donc on s'est bien rendu compte que là, il y avait deux extrêmes qui s'opposaient, qu'il faut trouver une troisième voie que moi j'appellerais celle de l'interdépendance, effectivement, parce que je ne crois pas que l'indépendance soit une solution actuellement dans l'Union européenne, parce que qui est indépendant? L'Espagne est indépendante? Elle n'est pas indépendante de l'Union européenne. La Catalogne est indépendante de l'Espagne? Non, car il y a beaucoup de raisons historiques, sociologiques, politiques qui attachent la Catalogne à l'Espagne. Et surtout, il y a beaucoup de raisons internes à la Catalogne. Parce que ce débat, ce n'est pas un débat entre l'Espagne et la Catalogne, mais bien avant tout un débat entre la Catalogne et la Catalogne, c'est-à-dire entre les Catalans eux-mêmes. C'est ridicule pour vous, idiot, ce projet, cette volonté d'indépendance. Je comprends bien que vous n'êtes pas d'accord avec Madrid et pas non plus d'accord avec cette indépendance, mais ça n'a aucun sens pour vous, aucun intérêt? Alors déjà, arrêtons de parler de Madrid et Barcelone, hein, parce que je pense que c'est trop simple, parce qu'on a l'impression que c'est Madrid, l'État Madrid qui est... Non, c'est le gouvernement espagnol qui représente l'Espagne et le gouvernement catalan qui représente les Catalans, premièrement. Deuxièmement, je ne pense pas qu'un projet est idiot, absolument pas. Donc pour moi, il est tout à fait légitime, mais je ne le partage pas, parce que je pense que ce n'est pas la bonne solution au problème qu'on a actuellement. Si on prend l'émigration globale, si on prend le changement climatique, moi la question que je pose c'est, est-ce que l'indépendance règle ces problèmes? Ma réponse est qu'actuellement, elle ne règle pas ces problèmes. En Catalogne, on a eu 30 ans de gouvernement par le centre droit bourgeois, qui a d'ailleurs gouverné longtemps avec le Parti populaire en Espagne, et qui a mis en place les politiques d'austérité, tout simplement. Donc pour moi, ce n'est pas ces partis-là qui vont donner la solution aux problèmes qu'on a actuellement sur la pauvreté, sur le changement climatique. Donc on a besoin d'une voie autre. Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi la solution demain pour arriver à mettre un terme à cette crise? Parce que là, quand même... Déjà, le premier truc, ce serait le dialogue. Peut-être que les gens se remettent autour de la table et commencent à discuter tout simplement. Parce que pour l'instant, on est dans l'émotion pure et dure. On est dans l'insulte, l'invective. On n'est pas vraiment dans la construction d'un projet. C'est-à-dire, on va se rencontrer, on va s'asseoir, on va voir ce que vous proposez depuis le gouvernement espagnol, ce que vous proposez le gouvernement catalan, mais surtout ce que proposent les Catalans entre eux. Donc, je répète, il y a quand même une grosse division de la population catalane. Parce qu'actuellement, les partis qui montent, c'est qui? C'est un parti qui s'appelle Esquerra Republicana de Catalunya, qui est un parti indépendantiste de centre-gauche. Et l'autre parti, c'est Ciudadanos, un parti plutôt de centre-droit, mais qui naît en Catalogne et qui est profondément pro-espagnol. Donc on voit bien quand même qu'il y a deux pôles qui s'opposent en Catalogne et qui ont besoin de parler entre eux. On voit bien que ce dialogue, il est compliqué. Est-ce que l'Europe doit s'en mêler? L'Europe s'en est déjà mêlée, de toute façon. Quand on voit Juncker dans El País, le grand journal de centre-gauche espagnol, qui dit que le séparatisme, c'est un venin, par exemple, clairement, c'est une position de la Commission européenne. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne position. Mais elle n'est pas médiatrice. Elle n'est pas médiatrice. D'ailleurs, la proposition qu'on avait fait, nous, les Verts européens, c'était que l'Union européenne soit plutôt médiatrice, justement, pour mettre à table autant le gouvernement espagnol que le gouvernement catalan. Et je pense que là, on aurait eu une bonne position de l'Union européenne qui ne peut pas se permettre, justement, ce type de crise actuellement, parce que effectivement, ça c'est très explosif de parler des identités qui sont effectivement, on se rappelle ce qui s'est passé au XXe siècle, exactement. On a besoin de faire attention à ça et que l'Union européenne joue comme stabilisateur. Alors, on va écouter précisément le point de vue de Madrid. J'ai rencontré à Strasbourg, il y a quelques jours, un député européen espagnol, c'est Santiago Fisas. Il est membre du Parti populaire au pouvoir à Madrid et il est catalan. Regardez. Est-ce que vous êtes fier d'être catalan? Oui, je suis fier d'être catalan, je suis fier d'être espagnol aussi, tous les deux. Est-ce que vous comprenez les Catalans qui souhaitent l'indépendance? Je ne partage pas cette idée, mais s'ils demandent l'indépendance sur un point de vue légal, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Demander, réclamer l'indépendance, c'est légitime. Et oui, toujours. Si on fait les choses dans les règles, avec le respect de la Constitution et d'une forme pacifique. Puigdemont, il a fait une grosse boulette ou c'est un coup d'État? À mon avis, ça a été... il a essayé de faire un coup d'État, je dirais, non? Parce que vraiment, on l'avait prévenu. Et alors, quand même, il a agi contre la Constitution espagnole, mais pas seulement contre la Constitution espagnole, il a agi contre la Constitution catalane.
qui dit que pour changer un article important comme celui-ci, il faut 2/3 de vote du Parlement. Alors il n'a pas respecté ni la Constitution espagnole ni la Constitution catalane. Mais la démocratie, c'est uniquement respecter les textes de loi, la Constitution. C'est plus que ça, la démocratie. Mais vous savez, il n'y a pas de démocratie sans loi. Tout d'abord, il faut respecter la loi et puis on vote. Moi, j'ai vécu sous la dictature de Franco et on votait. Alors, voter, ça ne veut pas dire démocratie. Il faut voter dans le respect de la loi, toujours, l'état des droits. Maître Puigdemont et des parlementaires, des ministres en prison, est-ce que ça, c'est quand même pas un petit peu trop fort? D'abord, c'est une question de la justice. C'est la justice qui décide. La justice en Espagne et en Belgique d'ailleurs, elle est libre. Et on ne le met pas en prison pour ses idées. On le met en prison pour avoir pas accepté la loi, pour avoir agi contre la loi. Alors, si la justice croit qu'il faut faire ça, c'est à eux de décider. Certains disent quand même que ce sont des prisonniers politiques. Ah non, moi je dirais qu'ils sont de politiques prisonniers. C'est pas tout à fait la même chose. Comment vous voyez l'issue de cette crise qui est quand même très pénible à la fois pour les Catalans, pour l'Espagne, pour l'Europe? Bien, d'abord, on a des sélections. Alors, je crois que ça seront des sélections légales. Alors, on va voter et on verra ce qui se passe après. On a voté beaucoup de fois en Espagne et d'ailleurs en Catalogne. On vote presque tous les 2 ans. Carles Puigdemont, il peut se présenter à ces élections? Mais oui, il peut se présenter, et même tous les, nous on l'appelle conseillers qui sont en prison, parce que c'est pas une sentence en arrêt définitive, alors ils sont libres de se présenter. Et je crois qu'ils vont le faire d'ailleurs. Comment vous voyez la société catalane aujourd'hui? Elle est divisée. Oui, elle est divisée. Parce que beaucoup de fois, on dit que ça c'est un conflit entre la Catalogne et l'Espagne. C'est pas vrai du tout. C'est tout à fait, et c'est primordialement un conflit entre les Catalans. Et je peux vous dire, parce que ça sont simplement le résultat de toutes les élections, qu'il n'y a pas une majorité pour l'indépendance de la Catalogne. Parce qu'aux dernières élections catalanes, le parti indépendantiste a dit non, ça c'est un plébiscite, ils ne sont pas gagnés. Pour faire un plébiscite, on compte le voix, pas les sièges. Et finalement, parce que la répartition des sièges, ça ne correspond pas toujours à la répartition de voix, ils ont eu une petite majorité, et tout ça appuyé avec un parti d'extrême gauche que pourrait l'indépendance, c'est simplement un premier pas pour la révolution. Retour sur notre plateau à Bruxelles avec Florent Marcellesi. En fait, vous êtes très d'accord avec Santiago Fissas? Avec certaines choses, mais pas avec tout, surtout avec le projet politique que porte Santiago Fissas et son parti au niveau espagnol, déjà un parti qui est très corrompu, rappelons-le, et en plus un parti quand même qui a porté les politiques d'austérité et des politiques contre le changement climatique. Donc forcément, je ne serai pas d'accord sur ces politiques avec M. Fissas. Alors, le 21 décembre, on vote en Catalogne. Si les séparatistes l'emportent à nouveau, on est dans l'impasse. Retour à la case départ. On tourne en rond parce que les solutions, effectivement, les élections, c'est peut-être bien pour se recompter devant les urnes, mais après, il faut effectivement que les politiques, après, s'ouvrent et comprennent quelque chose qui est, à mon avis, fondamental, tant en Espagne qu'en Catalogne, c'est que ces sociétés, elles sont plurielles, elles sont diverses. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça sera toujours le cas dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Et encore plus avec l'immigration globale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent catalans, espagnols et autre chose qui n'a absolument rien à voir. Donc on a besoin en fait d'avoir des politiques qui permettent de gérer ça. Et ni la réponse de Madrid, ni la réponse de Barcelone ne permettent de répondre à ça pour l'instant. Ce qui est dommage aussi, on le constate vraiment ces dernières semaines, c'est la division de la société catalane, mais aussi la société espagnole. Je pense qu'on peut même aller au-delà du mot division et parler d'une certaine radicalisation parfois. C'est très dur ce qu'on entend d'un côté comme de l'autre. Ah, tout à fait. Ce qu'on a actuellement, c'est qu'on a 2 mots qui reviennent toujours. Soit on est fasciste, soit on est traître. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment dur en fait de faire la politique. On aurait besoin de faire baisser effectivement le niveau d'invective, le niveau d'émotion, et revenir un peu plus de raison en fait et de comprendre ce qui est en train de se passer. On a un problème par exemple sur le pacte fiscal par exemple, et ben on va en parler tout simplement. On a un problème par exemple où on veut améliorer l'enseignement de la langue catalane qui est déjà enseigné dans toutes les écoles d'ailleurs, et on en parle, il n'y a pas de problème. On va parler sur le symbole, sur le symbole de la nation, on en parle, mais il faudrait peut-être revenir tout simplement à se traiter comme être humain d'une même société pour pouvoir arriver à régler ces problèmes, et je pense que c'est ce qui manque en Catalogne actuellement.
Alors, vous avez été élu dans le Pays Basque, qui a longtemps réclamé son indépendance, y compris par la violence. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. C'est en tout cas ce qui ressort de ce reportage de Caroline Hick et Hicham Boukrouf. Bilbao, à 600 km de Barcelone. Avec son musée Guggenheim et ses quartiers et marchés typiques, elle attire chaque année des millions de touristes. Et c'est bien ça qui compte aux yeux de Jon, bien plus que les questions liées à son identité basque. Vous savez, avant, chez nous, la politique, c'était un peu comme ce qui se passe en ce moment en Catalogne. Mais ces dernières années, nous les Basques, on a mis la politique de côté. On se concentre sur d'autres priorités, comme notre bien-être quotidien. Depuis 6 ans, la vie a bien changé au Pays basque espagnol. En 2011, l'ETA, organisation indépendantiste basque, met fin à 50 ans de lutte armée, avec sur les bras un lourd bilan de plus de 800 victimes dans toute l'Espagne. Ici, le nationalisme a longtemps été associé à la violence, et aujourd'hui les Basques aspirent à la tranquillité. Nous, les Basques, on a vécu tellement d'années de conflits. Conflits politiques, violence, une société hyper politisée. Maintenant que la violence appartient au passé, eh bien on cherche plus le consensus que les désaccords qu'il peut y avoir entre nous. On préfère voir ce qu'on a en commun plutôt que de comparer le projet politique de chacun. Selon un sondage récent, 60% des Basques ont peu, voire pas du tout envie que leur région devienne indépendante. Il faut dire que le Pays basque bénéficie déjà d'une très grande autonomie. C'est d'ailleurs sans doute aujourd'hui la région qui a le plus de pouvoir en Europe. Et cela tient à une particularité du Pays basque et de sa région voisine, la Navarre. Ces deux régions ont un atout de poids, l'autonomie financière. En clair, c'est le Pays basque qui perçoit directement l'impôt sur son territoire. Le Pays basque lève lui-même tous les impôts que paient les Basques et en reverse une partie au gouvernement de Madrid. Le Pays basque est la seule région d'Europe où le gouvernement central ne peut imposer aucun impôt. Cela vous permet par exemple de développer votre propre politique industrielle. Vous pouvez contrôler le niveau de taxation de vos entreprises. En fait, ça vous donne vraiment une capacité de décision et des ressources que les autres régions n'ont pas. La Catalogne a en son temps refusé ce système. Elle s'en mord aujourd'hui les doigts. Entre le Pays basque et Madrid, tout n'est pourtant pas encore réglé. La méfiance est perpétuelle. La coalition nationaliste au pouvoir réclame encore plus de compétences comme la gestion de la sécurité sociale et des prisons, mais aussi la reconnaissance de la nation basque. Il faut donc se méfier de l'eau qui dort. Il y a 5 ou 10 ans en Catalogne, on n'imaginait pas le scénario actuel. Qui sait comment le nationalisme basque peut encore évoluer. C'est vrai, Florent Marcellesi, le nationalisme basque qui semble endormi pourrait se réveiller ? Non, au contraire, je pense qu'il va rester endormi parce que ce qu'il voit en Catalogne, ça lui plaît pas trop. Parce que souvent bien vu, effectivement, moi je vivais au Pays basque et ce qu'on a eu là-bas, c'est quand même des années de plomb très très longues, une société hyper politisée et violente. C'est-à-dire qu'on se réveille le matin, on descend de chez soi et d'un seul coup on voit 3 jeunes avec le masque, la cagoule et le cocktail Molotov, et ben ça on n'a plus envie de le vivre. Donc forcément, actuellement, au Pays basque, on voit ça de loin, on dit voilà, nous on veut pas ça, on veut une autre voie. Et je pense que c'est une voie beaucoup plus tranquille justement, basée encore une fois sur le dialogue et comment on peut mettre différentes pièces. Vous pourriez presque être des médiateurs. C'est ce qu'il a essayé le président du gouvernement basque. Il a essayé, mais malheureusement, je pense qu'il s'est fait lui-même. Il a eu cette sensation de se faire trahir dans le dernier moment par Puigdemont, qui n'a pas accepté finalement la proposition que lui avait fait le médiateur basque. Revenons peut-être un petit peu sur ce statut dont bénéficie le Pays basque. Ce n'est pas le même que la Catalogne. Est-ce que justement la solution n'est pas là, ce serait d'harmoniser ces statuts? On sait qu'il y a 17 autonomies en Espagne, il y a plus ou moins 3-4 statuts différents. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre tout le monde sur un même pied d'égalité pour éviter les velléités, les jalousies des uns et des autres? Alors ce qui est clair, c'est que si on ouvre ça, c'est une boîte de Pandore déjà en Espagne. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le Pays basque a des privilèges
très claire. D'autres la voudraient. D'autres régions sont sous-financées par rapport à d'autres. Et donc, on a besoin de rouvrir toute la financiation autonomique, comme on l'appelle en Espagne, pour pouvoir trouver une solution globale pour tout le monde. Et c'est très, très dur parce que chaque région est différente. Par exemple, la Catalogne industrielle n'a pas grand-chose à voir avec la Castille, par exemple, qui est beaucoup plus rurale. Le Pays basque industriel, par exemple, aussi. Mais on a besoin de rouvrir tout ça à la fois pour trouver une solution, par exemple. Donc, revoir la Constitution, alors, quelque part. Alors, c'est la Constitution et c'est aussi le pacte fiscal en lui-même. C'est-à-dire qu'il faut vraiment évoluer vers une Espagne fédérale qui en elle-même utilise aussi le fédéralisme fiscal. C'est vraiment la solution qu'il faudrait mettre en place et parler doucement et tranquillement entre tous. Florent Marcellesi, merci d'être venu vous accouder au bar de l'Europe. Et on va poursuivre cette émission. On va se demander si l'Europe doit se mêler de ce casse-tête catalan. On a déjà posé la question. La réponse de la Commission européenne, c'est de dire non. Est-ce vrai ou est-ce du pipeau? Élément de réflexion avec Christian Dupont et le crayon de Benoît Viérin. Nous n'avons pas nous infiltrer, à nous insérer dans ce débat hispano-espagnol. D'un côté, Puigdemont, une sorte d'ange de l'indépendance, prêt à se sacrifier pour la cause. Il a fait voter un référendum en se moquant d'une série de procédures. Il proclame l'indépendance alors que 42% seulement des Catalans se sont rendus aux urnes. De l'autre, Rajoy, plus diable qu'ange. Et sa réponse à la consultation populaire, ce fut la violence, puis l'emprisonnement. Le même Rajoy, qui parlant du Venezuela, disait récemment « Venezuela fue tradicionalmente un país democrático y en este momento no es un país democrático. En Venezuela hay presos políticos, hay personas que están en la cárcel por la única razón de pensar de forma diferente a como lo hace el señor Madero. » Cela fait des années que Rajoy et son parti refusent de dialoguer avec les indépendantistes catalans. Une absence de dialogue dénoncée par Puigdemont et ses amis. Pour eux, ce refus concerne l'Europe. Permettre au gouvernement espagnol de ne pas dialoguer, c'est finir avec l'idée d'Europe. Et c'est une erreur énorme que tout le monde, pas uniquement nous, tout le monde va payer. Mais pour l'Europe, ce n'est pas son problème. Une position appuyée par les chefs d'État européens. Même si au sein du PPE, le parti de Mariano Rajoy et de Jean-Claude Juncker, certains nuancent quelque peu leur jugement vis-à-vis du gouvernement espagnol, comme l'ancienne commissaire Viviane Reding. Ce qui me choque, que maintenant c'est à la justice de résoudre un problème qui a été créé par les politiques et que les politiques n'ont pas été capables de résoudre au fil des années. L'Europe et la démocratie, un couple difficile. Même quand elle intervient, elle paraît impuissante. La Hongrie comme la Pologne poursuivent leurs dérives autoritaires et nationalistes. Finalement, elle n'est forte que quand elle impose l'austérité en Grèce ou ailleurs, en outrepassant souvent l'état de droit. Entre l'ange et le démon, l'Europe préfère une fois encore se mettre la tête dans le sable, pas sûr que cela la rapproche des citoyens. Voilà, je vous présente Gérard Deprez. Vous êtes député européen et vice-président du Parti libéral en Belgique. C'est en fait le parti du Premier ministre Charles Michel. Et rappelons que Carles Puigdemont et 4 autres ministres sont précisément en exil dans votre pays, en Belgique. Alors, vous venez de voir cette petite séquence. Vous êtes d'accord? L'Europe se met la tête dans le sable? Écoutez, j'ai pas raffolé de ce truc. J'ai trouvé que c'était assez sommaire et je dirais qu'on différencie deux camps, le camp du diable et le camp de l'ange. Et ça ne correspond à rien à la réalité. M. Puigdemont n'est pas un ange et M. Rajoy n'est pas le diable. Il y a un différend politique qui est sérieux et qui est grave et qui doit d'abord être réglé entre Catalans et entre les Catalans et le reste de l'Espagne. Et pourquoi l'Europe ne doit pas s'en mêler? Parce que nous vivons dans un régime de droit. Bien. Les traités confèrent aux institutions de l'Union européenne un certain nombre de compétences. Et ce sont les États membres qui ont conféré ces compétences. Et l'idée que l'Union européenne peut intervenir dans un processus interne, parce qu'il n'y a pas eu, je dirais, comme c'est le cas, on a fait l'analogie avec Maduro et le Venezuela. Maduro a fait tirer
sur des gens qui manifestaient. Il y a des dizaines de morts au Venezuela qui ont été recensés pendant les campagnes contre Maduro. Faire l'analogie, ça n'a absolument aucun sens entre ce qui se passe en Espagne et ce qui se passe au Venezuela. Et donc l'Union européenne ne peut pas intervenir aussi pour une raison simple. C'est quel camp elle va choisir. Elle ne peut pas choisir un camp. Elle doit se trouver nécessairement du côté de la loi, du côté du droit. Et de tous les interlocuteurs que vous avez interrogés qui sont venus parler ici, ils disent tous que M. Puigdemont et les responsables politiques catalans n'ont pas respecté objectivement ni la constitution espagnole, ni la constitution catalane. Donc ils ont enfreint les deux constitutions. Donc ils se sont mis en dehors de l'état de droit. Est-ce que ça veut dire que pour ça je plaide pour qu'on les mette en prison? Je ne pense pas que c'était nécessaire. Je veux dire, il y a différents politiques, ils ont mal géré d'un côté et de l'autre la situation. Il est clair que ceux qui n'ont pas respecté l'état de droit doivent subir des sanctions. Les mettre en prison, ça me semble quand même assez singulier. Alors je veux bien qu'on mette de côté peut-être le cas du Venezuela, mais l'Europe a quand même un peu fait la leçon à la Hongrie, à la Pologne, et là parce que c'est l'Espagne, il faudrait rien dire. Moi j'avoue, je comprends pas bien. Ah non, les cas ne sont pas du tout comparables. Dans ce qui s'est passé en Espagne, l'ordre constitutionnel n'a pas été respecté par les dirigeants politiques de la Catalogne. L'ordre constitutionnel espagnol de toute l'Espagne et la constitution propre de la Catalogne, ils n'ont pas respecté leurs propres règles. Quand vous allez chez Orbán et que vous avez en Pologne maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des décisions qui mettent l'état de droit en cause de manière grave. Prenez le cas polonais. Ils prennent des décisions et ils proposent des mesures en matière d'organisation de la justice qui donnent la mainmise à l'exécutif sur le pouvoir judiciaire. Ce qui est un principe totalement contradictoire avec la démocratie que nous connaissons et qui est basée sur la séparation des pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et donc, l'Union est fondée à s'interroger sur le fait de savoir si le gouvernement légitime de Pologne, parce qu'il est légitime, n'est pas occupé à entrer dans l'illégalité en faisant des choses qui ne sont pas acceptables, même aux yeux de la Constitution polonaise. Alors, on va remettre une pièce dans le jukebox, comme on dit. On va réécouter Ivan Fox, le militant catalan qu'on a vu au début de cette émission, et qui a une question pour vous, une question qui pique. Bonjour, Monsieur Gérard Deprez. Que pensez-vous d'un gouvernement européen du XXIe siècle qui répond à coups de matraque à un peuple qui ne fait qu'aller voter? Et qu'en pense l'Europe avec vous? Merci. Réponse? Oh, je n'ai pas aimé objectivement les débordements policiers qui ont eu lieu. Ils ne sont pas tolérables et on ne les tolérerait nulle part. Ça veut dire qu'il y a eu une faute qui a été commise par les forces de sécurité. Cela dit, ce n'est pas parce qu'il y a eu un débordement policier que ce qui se préparait était légal. Donc, je répète, je regrette les débordements policiers qui ont eu lieu, mais je persiste à affirmer, et je ne suis pas le seul, tous les juristes vous le diront et tous les politiques de bonne foi vous le diront, la situation dans laquelle les dirigeants catalans ont mis la Catalogne n'était pas légitime. Mais Gérard Deprez, est-ce que vous n'êtes pas mal pris quand même, vous, en Belgique? Parce que vous faites partie d'un gouvernement dirigé par Charles Michel, qui lui, officiellement, soutient Madrid, mais en même temps, dans ce gouvernement, il y a des nationalistes flamands qui soutiennent ouvertement les Catalans. Oui. Mais le gouvernement que nous avons formé avec la NVA est basé sur un principe que pendant cette législature, la NVA ne parle pas de l'indépendance de la Flandre. Pas du tout. Et d'ailleurs, à mon avis... Mais elle parle de celle des Catalans. Oui, mais ça coûte moins cher. Parce que quand on parle de l'indépendance de la Flandre, il faut l'organiser. Tandis que quand on soutient les Catalans, on est responsable de rien du tout et on regarde de l'extérieur ce qui se passe en Catalogne. Donc il n'y a pas de commune mesure entre les deux situations. La NVA, pour l'instant, respecte le contrat gouvernemental qu'elle a signé avec les autres partenaires. Elle ne défend pas ouvertement et elle ne provoque pas des événements qui conduisent à l'indépendance de la Flandre. Donc la NVA, pour rappeler, pour ceux qui ne sont pas belges, c'est le Parti nationaliste flamand qui est objectivement, et ce n'est pas du tout le même cas que la Catalogne, le plus grand parti de Flandre et le plus grand parti de Belgique. Il faut le savoir. Et donc, comparer les deux situations ne me semble pas avoir beaucoup de sens.
Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur Carles Puigdemont? Il est ici, en Belgique, votre pays. Est-ce qu'il faut l'extrader pour vous? Écoutez, c'est pas moi qui décide. Je me doutais que vous alliez répondre ça, mais il y a quand même 30 ans possible de réclusion comme conséquence. C'est beaucoup. Écoutez, je suis d'abord de ceux qui pensent, et on l'a déjà dit ici, qu'on ne réglera pas le problème entre les Catalans, entre eux, les deux camps, et les Catalans avec le reste de l'Espagne, par des voies judiciaires. C'est un problème politique et ce problème ne trouvera sa solution que politiquement. Mais qu'est-ce que je constate maintenant? Que M. Puigdemont et ses amis, les responsables gouvernementaux, ont pris des décisions contraires à l'ordre constitutionnel espagnol et même à l'ordre constitutionnel catalan, qu'ils ont organisé des élections, très objectivement, pardonnez-moi, qui sont une imposture, puisqu'ils n'ont pas, ils disent qu'ils ont déclaré l'indépendance de la Catalogne et en même temps, il n'y a pas 42% des Catalans qui ont participé au vote. Donc tout ça est un mauvais cinéma et un mauvais scénario. Et donc, si la justice espagnole estime qu'un certain nombre de ces personnes ont enfreint la loi, ce n'est pas moi qui en suis juge. Eux, ils doivent veiller à ce que les lois de leur État soient respectées. Et qu'ils disent, ces personnes-là ne les ont pas respectées, et donc, nous devons prendre des sanctions à leur égard. Est-ce que ça impliquait de les mettre en prison? Je vous avoue que personnellement, je trouve que non. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir une forme de pression politique pour aller les mettre autour de la table? Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça des semaines et des mois. Il faut à un moment donné que cette crise trouve une solution, qu'on avance. Et la solution, je pense qu'elle ne pourra se trouver que de manière démocratique. Et de manière démocratique, ça veut dire que les citoyens vont devoir se prononcer, et pas 42% des citoyens. Et ils vont le faire le 21 décembre. Et ils vont le faire le 21 décembre. Et si les séparatistes l'emportent à nouveau, casse départ. À partir de ce moment-là, il faudra voir comment les Espagnols négocient entre eux, les Catalans entre eux, parce que vous avez deux camps en Catalogne, et c'est ce qui est tragique dans la situation actuelle, et vous avez le clan des Catalans et le clan du reste de l'Espagne. Donc il faudra trouver une solution politique. Moi, j'ai toujours dit, je suis un fédéraliste. Comme je connais un certain nombre de Catalans, je vois que ce sont des gens épris de liberté, dynamique, etc., qui ont envie de prendre leur destin en main. Je vois d'un autre côté que vous avez des Castillans. M. Rajoy n'est pas un Castillan, puisque c'est un Galicien, mais centralisateur, avec un certain sens de l'autorité. Je vais utiliser une formule modérée. La solution ne se trouvera pas là-dedans. Ce n'est pas dans le centralisme espagnol à outrance, comme le veulent un certain nombre de conservateurs espagnolistes, et elle n'est pas dans l'indépendance de certaines régions, comme le veulent les nationalistes catalans. Elle est dans l'organisation d'un État dans lequel tout le monde vivra en se sentant respecté pour ce qu'il est et dans lequel existe une certaine solidarité. Parce que ce qui est moche dans ce qui vient de se passer maintenant, et on n'en parle pas assez en Wallonie, ce qui est moche et que je trouve vraiment moche, c'est qu'une partie importante des Catalans qui sont pour l'indépendance, il faut voir leur slogan. Qu'est-ce qu'ils disent? L'Espagne nous vole. On en a marre de payer pour les Espagnols. C'est un réflexe de bourgeois et de riches qui vise à larguer la solidarité avec ceux qui le sont. Mais c'est d'une mocheté incroyable. Alors, les séparatistes sont-ils obligatoirement des égoïstes? C'est ce que s'est demandé Caroline des Haut-Parleurs. Les Haut-Parleurs, c'est une chaîne sur le web réservée à des jeunes reporters francophones à travers le monde. Voyez ce que Caroline nous a envoyé. Are one of the most generous people on earth. We give like more than 10% of our GDP to Wallonia each and every year. Alors il y a une question que je me pose avec tous ces mouvements indépendantistes, c'est ce qu'on va pas juste créer plein de frontières pour être sûr que chacun reste bien tranquille chez soi. Salut, c'est Caroline à Bruxelles. En fait, ce sont juste des égoïstes, les indépendantistes. Alors j'ai rencontré 3 jeunes Européens qui sont chacun pour l'indépendance de leur région. Et j'ai cherché à comprendre si j'avais là juste une bande d'égocentriques. Il y a un argument qui revient souvent quand on parle de séparatisme, c'est l'argent. Parce que souvent, les régions qui veulent être indépendantes, ce sont les régions les plus riches dans le pays. Donc en gros, elles en ont juste marre de payer des impôts pour les régions les plus pauvres. I think we could make some much more sensible decisions on what we spend our money on. I don't think that's really what it comes down to. I think it's purely just that politically we are a very different nation to the rest of the United Kingdom. I think the money is actually the least important argument for independence movements, because there's a lot of regions as well which actually are the poorer ones. Take a look at Scotland, for example. Bon, enfin, 2 minutes après, il me disait ça. Flemings are one of the most generous people on earth.
We give like more than 10% of our GDP to Wallonia each and every year. Alors, il y a aussi un autre argument qui revient tout le temps, c'est le fait qu'ils se sentent différents par rapport au reste du pays. No better has there ever been an example of that than the Brexit referendum in June 2016. Every single constituent part of Scotland voted to remain, and yet we're now facing removal from the European Union completely against their will. In Catalonia have another culture and another language, and the Spanish government for now is not understand that. Flanders and Wallonia, we each have our different language, different culture, different media, different political convictions as well. We're actually two different countries combined into one. Bon, c'est clair, les indépendantistes ne sont pas tous des gros xénophobes. En Belgique, ils sont quand même bien à droite, voire extrême droite. En Écosse, par exemple, ils sont beaucoup plus à gauche. Et en Catalogne, ils sont un peu partout. Il y a quand même un truc, c'est qu'on dirait qu'ils veulent juste pas se mélanger. We hear about people coming to Catalonia and they can speak Spanish. It's not true. We are talking in English. I'm not stop talking with you because you are not talking Catalan. Every Flemish child learns 3 or 4 languages. We are very much open to the world, but we just want our politics to be organized differently. And it's not because we don't like the Walloon people. Alors il y a un truc qui me semble assez important, c'est que tous les habitants de ces régions ne veulent pas être indépendants. La preuve, en 2014, il y a eu un référendum en Écosse et ils ont décidé de ne pas se séparer. En Catalogne, on voit des manifestations pour l'unité de l'Espagne. Et en Flandre, on estime qu'il y a seulement 16% des jeunes qui voudraient être indépendants. I think that the vast majority of these people, once we become an independent country, they will realise that actually the doubts that they had were wrong, and that certainly we can do great things. I don't think a majority of the pro-independence people wants a civil war or wants a witch hunting or something like that. It's not the point. Ce que j'ai compris avec ces rencontres, c'est qu'en fait les indépendantistes ne veulent pas se replier sur eux-mêmes. Ce qu'ils veulent, c'est avoir leur propre gouvernement pour pouvoir prendre leurs propres décisions. Et d'ailleurs, tous les trois m'ont dit que même si leur région venait à être indépendante, ils voudraient quand même rester dans l'Union européenne. Alors si comme moi vous étiez un peu paumé sur qui sont les indépendantistes et sur tout ce qu'ils veulent, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Et n'hésitez pas à retrouver le haut-parleur sur Facebook, Twitter et YouTube. Retour sur notre plateau au Parlement européen à Bruxelles. Gérard Deprez, vous dites quoi, Caroline? Séparatiste égale égoïste? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait une chose qui me choquait dans ceux en Catalogne qui réclament l'indépendance parce que le reste de l'Espagne les vole. Je n'ai pas dit que tous les indépendantistes sont des voleurs ou des égoïstes qui veulent garder tout leur argent pour eux. Il y a un mouvement indépendantiste en Corse, par exemple. Vous n'allez pas me dire que la Corse est la région la plus riche de France. Et je pourrais encore citer d'autres exemples, donc ce n'est certainement pas l'argument. Mais ce qui me frappe au travers de tout ce qu'ils ont dit, c'est que si on prend leur argumentation au pied de la lettre en disant « nous sommes un pays artificiel parce qu'on parle des langues différentes, on ne peut pas avoir notre propre politique, etc. » Mais ce procès-là, c'est un procès fondamentalement anti-européen. Qu'est-ce que c'est que l'Europe? L'Europe, c'est mettre ensemble des pays qui n'ont pas le même niveau de développement, qui parlent des langues totalement différentes et qui conviennent de dire ensemble, nous allons construire quelque chose dans la solidarité et dans le respect. Donc la crise catalane est une menace pour l'Europe? Je pense que oui, parce que l'argumentation, au-delà de l'argument économique, si vous voulez, l'argumentation qui est de dire, si on le fait tout seul, on le fait mieux. On garde notre argent, on le dépense comme on veut. Et en plus, notre culture, elle n'est pas la même que celle des autres. C'est le prototype même de l'argumentation qui tue l'Europe dans l'œuf, tout en prétendant, comme ils le font, qu'ils sont européens. Mais alors, et leur argumentation est fondamentalement... L'idée ne serait pas de faire comme la Belgique l'a fait, sa façon de gérer le dialogue entre les francophones et les flamands, dont rappelons une partie seulement a des aspirations indépendantistes. Est-ce que l'Espagne ne devrait pas s'inspirer de ce que fait la Belgique? La Belgique a un exemple à suivre.
Je dirais que ce qui me semble, je ne vais pas prendre la Belgique comme modèle parce que ça serait prétentieux. Je vais dire quelque chose quand même. Et compliqué. Ce qui me semble important, mais ça vous fait rire. Attendez, ce qui me semble important, c'est que dans un pays qui a des régions avec une forte personnalité linguistique, historique, on oublie ces éléments-là, il faut un régime qui le reconnaisse et qui l'organise. Et pour moi, c'est un régime fédéral. Il est clair que quand vous avez, comme c'est le cas en Espagne, vous avez des Basques, vous avez des Galiciens, vous avez des Catalans, vous avez des Andalous, il est clair que tous ces gens-là, pour vivre ensemble, ont besoin d'avoir un modèle politique qui les sécurise dans ce qu'ils sont et qui établit des relations acceptables entre toutes ces communautés et tous ces citoyens. Alors, je ne dis pas que la Belgique est un modèle. Pourquoi? Parce que j'espère que lorsqu'ils vont négocier le fédéralisme, et les Espagnols devront négocier l'organisation d'un régime fédéral pour sortir de l'impasse dans laquelle ils sont maintenant, ils feront un système un peu moins compliqué que le nôtre. Donc oui au modèle belge, mais en nettoyant les scories qui malheureusement sont quand même assez nombreuses. Alors on l'a bien compris, hein, vous êtes contre les séparatistes, mais quelle sera votre attitude demain à l'égard de l'Écosse si par exemple elle réclame son indépendance après le Brexit, parce qu'ils ne pourront pas être intégrés en Europe, ça il ne faut pas l'oublier. Oui. Vous savez, il y a déjà eu un référendum en Écosse. Et la grande différence entre ce qui s'est passé en Écosse et ce qui vient de se passer en Espagne, c'est que le gouvernement central britannique, alors qu'il était directement mis en cause par la consultation qui a eu lieu en Écosse, il a dit oui, il faut organiser ça, on verra clair. Monsieur Rajoy aurait dit, mais allez-y avec votre consultation, on verra un peu quelles sont les indications. On ne serait pas dans la situation dans laquelle on est maintenant. Et donc, je vous dis, s'il y a des extrémistes catalans, il y a une rigidité castillane. C'est ça qui a été à la base de l'impasse dans laquelle on est maintenant. Mais l'Écosse, elle aurait plus de légitimité pour réclamer l'indépendance après le Brexit? Elle serait dans une situation différente de celle dans laquelle elle est maintenant, parce qu'en se retirant de l'Union européenne, les Anglais privent les Écossais de leur appartenance à l'Union européenne. Donc c'est une situation qui doit être examinée avec sérieux. Cela dit, je ne suis pas certain que ça va se produire comme tel. Tout dépendra de la manière dont on va négocier pour le futur les relations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Merci Gérard Depré d'être venu au Bar de l'Europe. Et on va passer à présent aux paroles de citoyens. Que pensent les citoyens de cette crise? Ibtissem Azlef, notre chroniqueuse qui scrute les réseaux sociaux, va nous expliquer cela. Mais avant cela, on va retrouver une autre reporter des haut-parleurs qui nous fait part de ses états d'âme. Nous voulons un pays et nous l'aurons. En octobre, en Italie du Nord, en Catalogne. En septembre, au Kurdistan irakien. En 2014, en Écosse. Moi, c'est Marie-Chantal en Italie. Et je me demande, c'est quoi l'histoire avec les séparatistes ces temps-ci? Les référendums pour l'indépendance sont à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, résidente en Italie, je vais enfin pouvoir exercer mon droit de vote dans le référendum pour l'autonomie de la Lombardie. Sono venuto a votare per il referendum dell'autonomia della Lombardia. Noi ciò che produciamo in questa regione viene spartito non equamente in tutta l'Italia. Io sarei anche per l'indipendenza. Questo secondo me è semplicemente per lanciare un segno verso l'indipendenza. Ici, en Italie du Nord, c'est pas l'indépendance qu'on réclame, mais en fait plus d'autonomie, c'est-à-dire plus de pouvoir en matière de taxes, d'immigration et de sécurité. Pour tout vous dire, il y a quelque chose qui me rend assez mal à l'aise dans ce vote, parce que ceux qui lancent l'idée, c'est la Ligue du Nord. C'est un parti populiste, anti-migrant, anti-euro, un peu dans le style du Front national en France. En fait, ils ont organisé le référendum pour plaire à leurs électeurs. Ils se réclament porte-parole de la Padanie, une région du nord de l'Italie qui n'existe même pas historiquement. Donc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu de l'arnaque. D'un autre côté, en tant que Québécoise, je comprends ce que ressentent les Catalans, les Kurdes, les Écossais. Je sais ce que ça veut dire faire partie d'une société distincte, de sentir qu'on est un peuple mais qu'on n'a pas de pays. J'en profite pour sortir mon drapeau québécois et vous expliquer notre histoire. Moi, je viens de là, une province francophone à l'est du Canada. Historiquement, c'est simple. La France avait conquis un bout du territoire, l'Angleterre en avait conquis un autre. Ils se sont battus, c'est l'Angleterre qui a gagné, et donc, du coup, elle a récupéré le Québec. Voilà donc pourquoi, moi qui suis francophone, eh bien la chef de mon État, c'est la reine d'Angleterre.
Et puis il y a eu plein d'injustices contre les francophones au cours de l'histoire. Par exemple, à certaines périodes, il y avait des politiques d'assimilation pour tenter d'imposer la religion protestante ou de marginaliser la langue française. Les anglophones étaient les propriétaires exclusifs des banques, des entreprises, des usines et tout ça, tandis que les francophones étaient systématiquement la main-d'œuvre manuelle. Et ils avaient même souvent l'obligation de travailler en anglais. Bref, on était des citoyens de seconde zone. Il y a même un rapport gouvernemental de 6 tomes qui le prouve. Donc, il y a un sentiment d'injustice qui pousse les Québécois à réclamer leur indépendance. Il y a eu 2 référendums pour ça. Un en 1980 et l'autre en 1995. Durant le deuxième, j'étais petite, mais je me souviens de débats enflammés, d'espoirs prodigieux et de la grande déprime qui a suivi la victoire du non. Surtout que ça s'est joué à un cheveu. Nous voulons un pays et nous l'aurons. Notre monde globalisé, un pays seul, est trop faible. Et donc voilà mes dilemmes à propos de ce qui se passe en Europe. J'ai choisi d'habiter dans l'Union européenne parce qu'elle représente des idéaux de paix, d'ouverture et de coopération entre les pays. C'est magnifique! D'ailleurs, je suis absolument contre le fait qu'on élève de nouvelles barrières en créant de nouvelles frontières. Je désapprouve la Ligue du Nord, mais je comprends que les espoirs d'indépendance soulèvent des passions. Ça prend aux tripes. Parce que revendiquer sa souveraineté après des décennies d'oppression, ça veut dire exprimer son identité. C'est déclarer devant le monde qu'on se sent différent, qu'on est différent, et exiger que ça soit reconnu. Je pense que c'est un sentiment qui peut pas être compris rationnellement, c'est affectif. Pour le ressentir, il faut avoir grandi dans ce contexte-là. Mais en même temps, vouloir se séparer, c'est tout le contraire du collectif. Ça engendre des fractures. Bref, je sais pas qui a raison. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si ça vous a intéressé et si vous aimez vous poser des questions, n'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout continuez de suivre les haut-parleurs sur tous nos réseaux. Ciao! Retour sur notre plateau à Bruxelles et on accueille Ibtissem. Bonjour Paul. Bonjour Ibtissem, est-ce qu'on peut le dire que cette crise catalane, elle est aussi très présente sur les réseaux sociaux? Oui, mais alors de manière très différente parce que si dans les médias, la crise catalane, elle ressemble à ça, eh bien sur Internet, on a décidé que l'humour était le meilleur des remèdes. Et alors, gare à ceux qui décident quand même de faire dans le dramatique. Une association indépendantiste l'a appris à ses dépens avec cette vidéo. Regardez. This is Barcelona, Catalonia, Europe. These people behind me are Catalans. We, the Catalans, are taking back the streets to protest peacefully, over and over again. Alors cette vidéo, en 2 jours, a fait plus d'1 million de vues et elle a suscité de nombreuses réactions. Des réactions pas toujours très positives. Certains se sont demandé si cette jeune fille au visage très crispé avait des douleurs gastriques. Bref, les commentaires du coup ont été désactivés. Il y a une chose qu'on ne bloque pas sur les réseaux sociaux, ce sont les parodies. Et il y en a eu beaucoup. Il y en a une qui a été énormément partagée, c'est celle de l'émission satirique Polonia. Vous allez voir, le ton est un peu différent. This is Madrid, España. And these people behind me are Spanish and mucho españoles. But in España, there are also some ungrateful people. They call themselves Catalans, but we prefer the term Catalufos, or in English, Catalufing. Some Catalans want to leave us, but not so many of them, maybe 10, 20 or 2.5 million. Let's just say they are 100. Alors Esmeralda, Paul, est-ce que vous avez une préférence? Moi, je reste neutre. Hein. Ouais, mais Esmeralda. Je vous le dirai après le générique, allez. Bon, ça se mouille pas beaucoup. Je vous pose une autre question. Vrai. Il y a un personnage en particulier qui n'échappe pas aux internautes. Qui c'est? Je sais. Carles Puigdemont. Exactement. Facile. Alors, c'est même devenu un mème hein, sur les réseaux sociaux. Vous savez, ces petites images que l'on se partage et qu'on détourne. Regardez, dans celui-ci, Carles Puigdemont serait à la recherche de l'amour. Mais il y a un couac. Attention, il n'est pas tout à fait indépendant. Du coup, Esmé... non, pas intéressé, non. Non, alors on plaisante, mais on se pose aussi beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Et en ce moment, on se demande comment renouer le contact et le dialogue entre Mariano Rajoy et Carles Puigdemont. Vous avez peut-être des propositions, je les mettrai sur Twitter. C'est pas très facile, hein? Non? Je veux dire, peut-être un club un peu branché le soir, ambiance feutrée. Les internautes ont choisi une autre ambiance. C'est celui du parloir, avec un Puigdemont en pyjama orange. Merci Ibtissem. Est-ce qu'on peut réagir également à votre rubrique et à notre émission? Bien sûr. Sur les réseaux et même, sociaux. il faut, sur Twitter avec le hashtag Maxibar.
Et sur notre page Facebook. Et puis évidemment, si vous voulez voir et revoir cette émission autant que vous le voulez, eh bien évidemment, il y a 2 sites internet, celui de TV5 Monde et celui de la RTBF. Et moi, Paul, j'avais envie de vous remercier, vous demander si vous m'accepteriez encore à votre bar, parce que j'ai pris un grand plaisir d'être avec vous. Vous revenez au bar pour le prochain numéro, bien entendu, on prend date. Et merci à vous d'être des fidèles clients du bar de l'Europe. À très très vite. Bienvenue à Bruxelles, on est au Parlement européen pour un numéro spécial du bar de l'Europe. Oui, un numéro XXL pour parler de la